Vous savez, il y a des histoires qui nous rappellent que le plus grand danger se cache parfois là où on se sent le plus en sécurité. L'affaire Becky Watts, c'est l'une de ces histoires. Une tragédie qui a vraiment secoué la Grande-Bretagne et qui soulève des questions terribles sur la confiance et la trahison au sein même d'une famille. C'est la question de départ. Comment est-ce possible? Une ado de 16 ans, chez elle, qui s'évapore en plein jour. C'est simple comme question, mais la réponse est d'une complexité absolument terrifiante. Alors on va décortiquer cette affaire ensemble pour essayer de comprendre. On va revenir au tout début. On est le 19 février 2015, une journée qui semble tout à fait normale, mais pour la famille Watts, c'est le jour où leur vie a basculé dans un cauchemar. Ce matin-là, Becky Watts est dans sa chambre. Quelques heures plus tard, plus personne. Ce qui est tout de suite très étrange, c'est qu'elle a laissé son argent, des vêtements, des choses qu'on prend quand on décide de partir. Par contre, son téléphone, sa tablette, son ordinateur portable, ça a disparu. Pour sa famille, c'est l'incompréhension totale. Becky n'est pas du genre à fuguer, pas du tout. L'alerte est donc donnée immédiatement. Pour bien comprendre l'histoire, il faut savoir qui était Becky. C'était une adolescente plutôt réservée, timide, mais qui avait beaucoup d'humour avec ses proches. Elle vivait avec son père, Darren, et sa belle-mère, Angie. Le fils d'Angie, son demi-frère, Nathan, qui était plus âgé, passait souvent à la maison. Bref, un cadre familial qui, de l'extérieur, semblait tout à fait normal. Très vite, le désespoir s'installe. Son père poste cet appel à l'aide sur les réseaux sociaux. C'est un cri du cœur qui montre bien l'angoisse terrible de la famille. Chaque minute qui passe, l'inquiétude se transforme en véritable panique. Tout le monde se mobilise, mais Becky reste introuvable. La police se met évidemment au travail et lance une grosse enquête. Les premiers interrogatoires vont très vite orienter les soupçons vers un endroit complètement inattendu, à l'intérieur même du cercle familial. Les enquêteurs interrogent donc Nathan, le demi-frère, et sa petite amie Shona. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Le comportement de Shona est décrit comme joyeux, presque enjoué, en plein milieu d'une disparition. Nathan, lui, a l'air complètement indifférent, détaché. Mais le plus troublant, c'est que leurs deux histoires sont quasiment identiques, au mot près. Pour un policier expérimenté, ça, c'est un énorme signal d'alarme. Des témoignages parfaitement identiques, ce n'est pas naturel. La mémoire humaine a des failles, des variations. Quand c'est trop parfait, ça sent le discours répété, le script, ça sent le mensonge. Et les soupçons commencent vraiment à se resserrer sur eux. Alors que les recherches continuent partout dans la ville, l'enquête, elle, fait un pivot et retourne au point de départ, la maison de Becky. Et une nouvelle fouille va absolument tout changer. Ça fait maintenant 9 jours. 9 jours sans nouvelles. La pression est immense. Une équipe de la police scientifique est donc renvoyée chez les Watts pour une analyse beaucoup plus poussée, au cas où quelque chose aurait été manqué la première fois. Et bingo, cette fois, ils trouvent. En fait, ils trouvent 3 choses. D'abord, des toutes petites taches de sang, à peine visibles, sur le cadre de la porte de la chambre de Becky. Ensuite, une empreinte digitale, juste là, dans une des taches de sang. Et enfin, un truc qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi suspect. En perquisitionnant chez Nathan et Shona, ils remarquent que leur maison est en désordre, sauf la baignoire. Elle est incroyablement propre, comme si elle venait d'être récurée à fond. Bizarre. Les analyses de ces indices arrivent au laboratoire. Et là, le verdict est sans appel. L'empreinte digitale, elle appartient à Nathan Matthews. Et l'ADN du sang, c'est celui de Becky Watts. C'est la preuve irréfutable. Le lien est fait. À ce moment précis, tout bascule. L'espoir de retrouver Becky en vie s'éteint. L'affaire n'est plus une disparition inquiétante, c'est devenu officiellement une enquête pour meurtre. La question n'est plus où est Becky, mais bien qui a fait ça. Avec des preuves scientifiques aussi accablantes, le mur du silence ne peut plus tenir. Il commence à se fissurer, et la vérité qui va en sortir est plus horrible que tout ce que les enquêteurs auraient pu imaginer. Coincé, Nathan Matthews craque. Il avoue. Il reconnaît être responsable de la mort de Becky. Son explication, il voulait juste lui faire peur, la kidnapper pour lui donner une leçon, parce qu'il n'aimait pas comment elle traitait sa mère. Mais selon lui, pendant l'enlèvement, son masque est tombé, Becky l'a reconnu, et il a paniqué, et l'a étranglé. Mais ce qui est peut-être le plus glaçant dans toute cette histoire, c'est ce qu'ils ont fait juste après. Regardez cette chronologie. L'après-midi même du meurtre, le corps de Becky est dans le coffre de leur voiture, pendant qu'ils sont avec la famille et font comme si de rien n'était. Le soir, ils rentrent chez eux et commandent une pizza. Le lendemain, Nathan va tranquillement acheter une scie circulaire, pendant que Shona, elle, partage l'avis de recherche sur Facebook. Ce mélange d'actes monstrueux et de normalité apparente, c'est juste terrifiant. Grâce aux indications de Nathan, la police se rend dans un abri de jardin à quelques kilomètres de là. Et c'est là qu'ils font la découverte finale, la plus tragique. Après 12 jours de recherche angoissée, le corps de Becky est retrouvé.
La terrible vérité est là, sous leurs yeux. L'enquête est bouclée, mais la quête de justice, elle, ne fait que commencer. Le procès la mettre en lumière toute la préméditation et la cruauté de leurs actes. À la fin du procès, le verdict du jury est sans équivoque. Nathan Matthews est reconnu coupable de meurtre. Shona Orr, qui n'a cessé de dire qu'elle ne savait rien et qu'elle avait peur de Nathan, est elle aussi reconnue coupable, mais d'homicide involontaire et d'enlèvement. Pour le tribunal, c'est clair, ils ont agi en équipe. La sentence de Nathan Matthews est la prison à vie, avec une peine de sûreté de 33 ans. C'est le minimum qu'il devra passer en prison avant de pouvoir espérer une libération. Quant à Shona Orr, pour son rôle dans cette histoire, elle est condamnée à 17 ans de prison. Après le drame, une enquête a été menée pour savoir si les services sociaux ou d'autres autorités auraient pu empêcher ça. Et leur conclusion est terrible, non. Malgré certains signaux inquiétants dans le passé de Nathan, rien ne laissait présager une telle horreur. C'était, selon eux, imprévisible. Et c'est la question qui hante toujours cette affaire. D'accord, les autorités n'ont rien vu venir. Mais est-ce qu'au sein de la dynamique familiale, il n'y avait pas des signaux, des indices, même discrets? C'est une question troublante qui nous rappelle que les monstres ne se cachent pas toujours dans le noir, mais parfois juste sous nos yeux.